Feedback on harmonization because the buyer, whether it's a consumer or retailer, is threatened by the co-origin risk. Donc, à ce titre, nous avons professeur. Il y a beaucoup de probiotiques qui disent je suis le meilleur, mais c'est pas vrai. 中医就开始医生们的治疗，包括 C'est une association pour la prévention du risque all the residents, beneficial microbes can be Et en fait, chez ces personnes-là, on collecte à la fois des informations très détaillées sur jusqu'à une époque récente, on était les gens qui ont sur chacun. microbes living within it. So the first area, as I described, Donc, nous avons décidé aujourd'hui l'objet d'une mise en œuvre future. Or, le microbiote est un problème actuellement essentiel, à la fois sur le plan de la recherche fondamentale et sur le plan de la recherche appliquée. Et il est apparu que lors de la préparation de ce symposium, avec des participants venus de toutes les parties du monde, serait intéressant de façon à avoir une convergence des vues sur les questions de recherche animale, de recherche fondamentale, et aussi sur les perspectives thérapeutiques que cela peut apporter pour le futur. Well, the microbiome is interesting because some people have called it a supraorganism. So it's actually like another organ system which resides within the gastrointestinal tract, but is actually not part of the gastrointestinal tract. And within that superorganism, if you will, there are more microorganisms or cells than there are in the entire human body. And there are more gene products than there are in the entire human genome. So that makes things so complex that it's very difficult to identify which are the correct biomarkers, what are the metabolic effects of the microbiome that may impact health and disease, how they affect intestinal permeability, what gets across the lining of the intestine into the bloodstream, and how it interacts with the immune system. All of these things are part of this supraorganism which resides within the gastrointestinal tract, but has impacts on all of the other organ systems of the body. Donc il y a une dizaine d'années, quand nous avons initié nos travaux, ceux-ci paraissaient particulièrement originaux, mais cependant relativement peu crédibles, parce que l'idée était, entre guillemets, relativement farfelue. Or, le développement technologique a permis de mettre en évidence que finalement le concept par lequel le microbiote intestinal, c'est-à-dire la flore intestinale, pouvait contrôler la physiologie de l'hôte, a été validé grâce à des sauts technologiques importants. L'ensemble de la communauté scientifique s'est emparé de ces sauts technologiques, c'est-à-dire de la capacité d'identifier précisément l'ADN bactérien, notamment par le consortium MetaHit qui a sorti le premier catalogue de gènes bactériens, donc en 2010, et grâce à ce premier catalogue, nous avons pu avoir une sorte de référence qui a permis à l'ensemble de la communauté scientifique de se l'accaparer et de lancer des travaux. So I work at the National Institutes of Health, which is the largest biomedical funding agency in the United States. It funds almost all of the biomedical research in the US. And 10 years ago now, the NIH realized that the microbiome, which is all the beneficial microbes that live in and on our bodies, was an essential part of human health and disease. So 10 years ago, we initiated a very, very large, over $200 million American dollars, research initiative in this area. The idea being that we wanted to develop
resources. What does the new emerging field need to really grow? So we created databases, references, standards, clinical protocols, many resources needed to really support the field. And we developed many of the protocols for analyzing the makeup of the microbes in our body. In other words, the diversity and composition of microbes in our bodies, as well as the functional properties. What type of physiology, biology do these microbes express? En fait, quand on transfère le microbiote d'un animal obèse à un animal sans germe ou d'un animal non obèse à un animal sans germe, on peut le faire aussi d'ailleurs de l'homme à l'animal, on voit qu'effectivement en fonction de la flore intestinale, donc du microbiote qu'on va transférer chez l'animal va prendre plus de poids quand il a reçu la flore d'un animal obèse et ne va pas prendre de poids quand il a reçu donc le microbiote d'un animal non obèse. Et donc ça a permis de donner quand même des éléments sur le fait que effectivement le microbiote peut contribuer à la prise de poids, mais pas que d'ailleurs, également au développement du diabète, de certaines pathologies métaboliques. Alors effectivement, chez l'homme, encore une fois, prudence, parce qu'on ne peut pas transposer facilement les connaissances des données animales chez l'homme. Chez l'homme, on fait des observations, on observe des différences. Le microbiote est différent chez une personne obèse ou diabétique par rapport à une autre personne non obèse ou non diabétique, mais on ne peut pas vraiment imputer une causalité certaine. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on sait, c'est que ce sont aussi des maladies chroniques qui s'auto-entretiennent dans le temps. Il y a des patients qui vont progresser rapidement vers les complications, d'autres pas, et qu'on peut peut-être voir le microbiote aussi comme un acteur de cette chronicisation de la maladie. Alors si on imagine un cercle vicieux entre changement du microbiote, changement de notre biologie, qui s'auto-entretient finalement, peut-être une façon aussi de rompre ce cercle vicieux serait à la fois d'agir sur le microbiote et la biologie de l'hôte. The solution is in microbiome research. We need more work, we need more studies, we need more understanding of the mechanism. We need to identify more bacteria which are causing the problem. We also need to identify the bacteria which can help us fight against those bad bacteria. So this is a long process, but given the current technology, it's doable now. And we identified the first example of a pathogen for obesity. There are many such, different people in different countries may have a different reason for becoming obesity, but the principle is the same. And so it's the same kind of bacteria, but different species. And also the bacteria which can grow and protect us and help us fight with the bad bacteria. Je travaille depuis pratiquement 20 ans maintenant, même un peu plus, pour essayer de comprendre comment des aliments, ou plutôt des constituants de l'alimentation qui échappent à la digestion, sont capables d'avoir un impact positif sur la santé. Alors il est clair que si des nutriments échappent à notre digestion, eh bien, ils n'échappent pas nécessairement aux centaines de milliards de bactéries que l'on retrouve dans notre intestin, mais également peut-être interagissent avec les autres micro-organismes. Et donc il y a un intérêt croissant, depuis que maintenant on peut analyser le microbiote de manière un peu plus fouillée par les techniques de biologie moléculaire, il y a un intérêt croissant pour essayer de mieux comprendre comment ces nutriments jouent un rôle sur la santé. Et ces nutriments, ils portent le nom en fait de prébiotiques, un concept qui est né notamment d'études faites au laboratoire et qui essaye de comprendre, quelle fibre alimentaire particulière, notamment, peut moduler la composition, l'activité de ce microbiote intestinal et par là avoir des effets sur la santé. J'ai commencé mes travaux sur le microbiote intestinal il y a 34 ans. Et dans ces 34 ans, en fait, on a vu le domaine évoluer de façon vraiment majeure et il a pris aujourd'hui une ampleur qu'on connaît à travers à la fois les recherches scientifiques mais aussi la presse grand public puisqu'il y a une prise de conscience vraiment importante. Ce que l'on a vu évoluer au cours de toutes ces années, c'est la prise en compte du fait que l'homme est microbien, on est porteur de 100 000 milliards de bactéries, notamment si on s'intéresse aux bactéries pour chaque
individus humains sur la planète, qui représentent des centaines d'espèces et qui sont intimement associés à l'homme. On a commencé à travailler il y a plus de 25 ans sur la caractérisation du microbiote de l'individu en bonne santé, puis on s'est intéressé avec des collègues cliniciens à la structure du microbiote intestinal dans la maladie, notamment les grandes maladies de société moderne, qui sont des maladies non transmissibles, pas expliquées par une bactérie en particulier, mais plutôt par une déviation globale du microbiote intestinal. On a parlé de dysbiose pendant assez longtemps, en pensant à quelque chose de strictement microbien. Et puis aujourd'hui, à travers les quelques années passées, on s'est rendu compte que la dysbiose, c'est en fait une rupture de la symbiose entre l'homme et ses microbes, avec des messages finalement d'aggravation qui viennent de l'un et de l'autre, et qui peuvent conduire à un état stable de la maladie avec un microbiote altéré et un autre qui est malade. Bien sûr, dans le diabète de type 2, qui est multifactoriel, comme dans l'obésité, les choses sont très complexes et on ne peut pas attendre du microbiote qu'il explique tout. Mais on pourrait attendre que sur une susceptibilité individuelle, il y ait une sensibilité particulière à certaines modifications du microbiote intestinal, par exemple.微生态学研究的发展，将对人类的医学是一个很大的突破。现在人体的微生态的细菌将占人体的重量的1.5公斤，它的细胞数是人体的细胞的10倍，它细菌的基因数是人体基因的100倍。所以上次曾经发表文章，把肠道微生态作为一个人的器官来看待，所以它对人的有重要的生理功能它能够作为一个屏障功能，抵御外来细菌的侵入，它能够对人体的免疫功能起重要的影响，它还能够在人体的生长发育当中发挥重要的作用等等。Il a fallu finalement à peu près 150 ans depuis les premières découvertes de Pasteur pour s'apercevoir d'un phénomène très particulier. L'homme est une chimère. Il est composé à la fois bien sûr de cellules dites humaines, mais d'environ 100 000 milliards de bactéries, et cette symbiose est extrêmement importante à la fois en physiologie, pour la compréhension de finalement qu'est-ce que l'homme, et d'autre part en pathologie, puisqu'il y a une relation entre la composition de ce microbiote et un certain nombre de maladies, aussi d'ailleurs différentes les unes que les autres, que sont l'obésité, le diabète d'un côté, certains types de cancers, des maladies auto-immunes et des dérèglements de la santé mentale, comme par exemple l'autisme. Alors, les applications potentielles sont considérables. Là encore, il faut partir de la recherche fondamentale, de la recherche animale, qui met en évidence le rôle putatif du microbiote dans des affections aussi diverses que les maladies métaboliques, diabète, obésité, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, l'asthme, les maladies psychiatriques. Donc, il y a des perspectives qui s'ouvrent. Le problème est de savoir comment on va pouvoir confirmer la responsabilité du microbiote dans la genèse de ces pathologies. Est-ce que le microbiote est un élément déterminant? Est-ce que c'est une courroie de transmission entre des facteurs d'environnement extérieur et la pathologie? Et enfin, les perspectives thérapeutiques. Bon, le spectre est large, puisque vous pouvez à la fois, à travers des alimentations différentes, et par conséquent des nutriments qui vont nourrir les bactéries, imaginer qu'on va faire proliférer à l'intérieur de nous-mêmes certaines espèces de bactéries, ça c'est une extrémité du spectre. Vous pouvez ensuite proposer
des probiotiques, c'est-à-dire des souches de bactéries qui pourraient être isolées ou pourquoi pas éventuellement associées les unes avec les autres, pour essayer de compenser un défaut de certaines bactéries ou au contraire proposer une répartition différente des populations bactériennes. Et puis à l'autre extrémité, enfin, vous pouvez proposer une transplantation fécale, c'est-à-dire au fond l'environnement des bactéries et les bactéries elles-mêmes, soit en autotransplantation, soit en allotransplantation. Il est bien entendu que dans ces cas-là, on ne sait pas très bien ce qu'on manipule. On manipule un ensemble de faits. Et ces transplantations semblent en tout cas efficaces pour une maladie qui est celle de l'infection à Clostridium difficile. C'est d'ailleurs la seule recommandation à l'heure actuelle réglementaire. One of the problems with the research and with getting products to market is that there are so many bacteria that it's hard to isolate which one is the good one and which one is the bad one. Additionally, the microbiome is altered by so many things in the environment, including diet, and probiotics, which are materials which contain live organisms, have been proposed to potentially treat gastrointestinal diseases. Probiotics are not considered drugs in the United States, therefore they don't go through the same rigorous testing that drugs go through. As a result, there are many probiotics on the market. Some of them are very reputable, coming from nutrition companies that have done a lot of good research, but some of them are not. Some of them are just attempts to make money by people who are putting bacteria together and suggesting that they help somebody's health without any good proof. So we need to really sort out which are the good ones and which are the ones that don't work. Le domaine du microbiome est dans son enfance. Il est relativement récent dans la mesure des différentes souches bactériennes, dans la compréhension de leur fonctionnalité, dans la compréhension des liens de corrélation ou de causalité entre ces micro-organismes et la santé et les pathologies. Tout cela avance extrêmement vite. Et si on fait une analogie par exemple, et qu'on regarde des indicateurs très simples comme le nombre de brevets déposés, le nombre de publications scientifiques apparues qui mentionnent le terme microbiome ou ses équivalents, on se trouve à peu près au même stade que l'industrie des biotechnologies il y a 15 ans. LNC a développé un produit de nutrition médicale qui s'appelle le Stablor, qui est un produit qui permet d'aider à perdre du gras viscéral pendant la perte de poids. Donc pendant un régime alimentaire, prendre ce supplément ou ce complément alimentaire permet de faciliter la perte de gras viscéral. Et ce produit est à base de protéines de lait. Donc c'est un produit qui est digéré assez lentement et il y a une partie du produit qui va aller descendre jusque dans le côlon où les bactéries vont pouvoir fermenter les résidus protéiques qui n'ont pas été digérés auparavant. Et il s'avère que lorsque LNC a étudié l'impact de ce produit sur le microbiote, ils se sont rendus compte qu'il y avait une modification du microbiote très spécifique associée à la perte de gras viscéral. Et donc mon intervention maintenant auprès d'LNC, c'est de les aider à extraire de ce produit les composants actifs, c'est-à-dire de comprendre quels sont les peptides par exemple issus des protéines, la digestion des protéines qui vont être fermentées par le microbiote, quelles sont les bactéries qui répondent à ce produit et qui vont faciliter la perte de gras viscéral. Donc ça c'est mon rôle et c'est ce que j'ai l'intention de développer dans les prochaines années avec LNC. They are not ready yet, and generally speaking. I have been contacted by many potential, collaborators in the industry, but it's still early stage. I think the biggest hurdle is for the whole pharmaceutical industry. They don't have people who understand microbiome. And so how can you work on microbiome? How can you invest into microbiome for new drugs if you don't have real experts in your in-house experts to advise you? Ce que l'on peut voir aujourd'hui,
c'est que les grandes sociétés, notamment les grandes sociétés pharmaceutiques, ont un regard très vigilant sur la façon dont cet écosystème est en train d'évoluer et probablement seront à même, en situation finalement, d'accompagner ces développements quand il y aura suffisamment de confiance, de preuves des effets attendus. Donc c'est plus hésitant, plus lent finalement en termes de réactivité du côté des grandes structures industrielles aujourd'hui, mais à mon sens, il y a une prise de conscience qui se construit, une maturation de finalement ce qu'on peut attendre de ce paysage-là qui se fait et qui va probablement conduire à la fois l'évolution de petites sociétés vers des sociétés moyennes, puis probablement des grandes structures sur des domaines d'innovation, et puis également la captation de petites sociétés comme des champs d'investigation et d'innovation nouveaux par des structures importantes déjà aujourd'hui. I think what we're seeing in the US and in other countries, though, are public-private partnerships. So partnerships between industry and academics and even the government to help build this foundational knowledge so then, in fact, industry can develop products. It's a little early yet. Industry's intrigued and interested and even investing, but I think even industry would acknowledge that this is still early days for full realization of all of the products that can come out of microbiome research. Pour transformer cette connaissance en application thérapeutique, il faut évidemment encore plus de moyens. Donc aujourd'hui, l'ensemble de la communauté scientifique, mais probablement les industriels et les instances réglementaires sont parfaitement au courant que plus de moyens sont nécessaires. La vraie question, c'est existe-t-il la possibilité de fédérer ces moyens de manière extrêmement consensuelle, de les augmenter pour répondre à la dimension de la découverte, qui est encore une fois une dimension révolutionnaire dans le domaine de la science, absolument majeure, et qui sera sûrement la source d'un demain proche, pas d'un demain trop lointain, mais d'un demain assez proche pour identifier des risques de maladies chez les humains, identifier des solutions thérapeutiques et proposer de vraies solutions individualisées par rapport à la médecine personnalisée qui devra être mise en place de toute façon dans les prochaines décennies. Ce que l'on voit clairement, c'est qu'il y a des innovations thérapeutiques potentielles qui semblent possibles de par la connaissance de phénomènes qui étaient inconnus jusqu'alors. Certaines bactéries produisent des composants, des protéines, des métabolites qui, d'emblée, elles-mêmes, peuvent s'avérer très efficaces pour aller changer certaines fonctions biologiques. Et donc oui, bien sûr, on trouve peut-être de nouvelles cibles ou de nouvelles manières de pouvoir cibler des fonctions clés de l'organisme. Et ça, c'est la porte ouverte à des innovations thérapeutiques qui peuvent soit rester dans le domaine, je veux dire presque de l'alimentation, mais qui peuvent tout à fait passer dans le domaine du traitement médicamenteux. The company I work with, Ferring, has since about 10 years back been active in the microbiota business. We have done bacteriophages for almost 10 years, but we still haven't progressed towards any drug approval because this is a fairly new field. So even when we started 10 years ago, we approached the regulatory bodies in France, in fact, because we were collaborating with Institut Pasteur on the development of bacteriophages. And I was told then that they just hired a person who was going to look into bacteriophages. So that's 2008. 2015, which is 7 years after there was a colloquium or a workshop on bacteriophages. So it tells you about the time it takes because there are no regulations today, no guidelines. So it takes a very, very long time to work on this. So these days, many people use many different techniques to study the microbiota.
the main technologies are the same, but for example, how the samples are taken, how the samples are stored, how the DNA is extracted, how the bioinformatics is done, there's big variation there. And that is also a bottleneck in coming to reliable diagnostics and identifying important targets. Luckily, there's also important initiatives to standardize and to harmonize these protocols. For example, the International Human Microbiome Consortium has done a lot of work on developing such standards. And I think more of these initiatives and further harmonization are going to be essential for this field. On va être sur des produits qui vont être de plus en plus ciblés. Parce qu'on va être capable de dire, voilà quelles sont les bonnes bactéries, quelles sont les mauvaises bactéries et quels sont les profils existants sur lesquels on peut agir. Et donc, il va y avoir toute cette science qui va être générée au niveau du microbiote, et puis ensuite, il va y avoir toute la connaissance, pour parler du monde agroalimentaire, on va avoir toute cette capacité de marier cette science biologique à une science ou à une technologie alimentaire, pour développer des produits qui sont bons pour la santé, mais qui sont bons à manger, parce qu'en fait c'est du quotidien, et ça doit être du quotidien. Et associer également une science du consommateur, parce on est aussi sur de la pratique alimentaire. Et donc en fait, selon les cultures, on ne va pas proposer les mêmes produits. Donc on va pouvoir avoir des produits très ciblés, mais adaptés aux cultures des personnes. One important feature of this field is the cooperation between different countries. For example, we have the International Human Microbiome Consortium. 13 member countries are in this consortium. We formed this consortium over 10 years ago now. We meet on a big scientific meeting. We have a congress every 2 years. The next congress will be in June of 2018 in Ireland. And the goal behind this organization, the IHMC, is in fact to come together, compare our results, learn from each other, and help build national programs when we go back home. Ma conclusion personnelle de tout cela, c'est qu'il y a une volonté réelle de tous les acteurs du milieu de travailler ensemble pour apporter des solutions. Et je crois que ce qui a vraiment été le plus abordé au cours de cette journée hier, c'est le bénéfice aux patients. C'est vraiment dans la tête de tous les intervenants. Ils peuvent parfois avoir des avis contraires, mais c'est toujours dans l'esprit de faire évoluer la médecine pour le bénéfice du patient. Et ça, je pense que c'est ma conclusion, c'est ce que j'en tire à l'heure actuelle, c'est que vraiment, il y a une énorme volonté et il y a assez peu de barrières finalement. Les barrières, elles sont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, réglementaires, etc. Et ce ne sont pas des vraies barrières. C'est que les gens essayent vraiment de faire progresser le monde du microbiote et de la médecine personnalisée. Il y a environ 100 produits qui sont en développement. La plupart sont encore en préclinique, mais à peu près 20% d'entre eux sont en stade de développement clinique. Il y a une dizaine d'entreprises qui sont déjà cotées en bourse. Il y a de nombreuses collaborations et accords de licence entre l'industrie pharma, l'industrie agroalimentaire et les petites entreprises du domaine. Donc, pourquoi ne pas imaginer que dans 15 ans, l'industrie du microbiome soit de la même taille que ne l'est l'industrie des biotechnologies d'aujourd'hui? Lorsqu'on parle du microbiome, il y a plusieurs typologies de produits. Soit il y a des sociétés qui développent des petites molécules ou des molécules biotechnologiques, mais qui ne sont pas des organismes vivants, qui agissent sur le microbiome ou qui agissent sur les parois de l'intestin, mais qui intrinsèquement ne sont pas ni des bactéries, ni des champignons, ni des levures. Et donc ces médicaments-là, une fois qu'ils ont été découverts par la connaissance du microbiome, sont développés classiquement comme l'est n'importe quel produit pharmaceutique. Sauf qu'en général, ces produits sont non systémiques, donc ne passent pas dans le sang, restent dans l'intestin, ce qui fait qu'en termes de profil de risque de tolérance et de problèmes de safety, ils ont un excellent profil. La deuxième catégorie de produits qui est actuellement en développement, ce sont des organismes vivants, donc dits LBP, des souches de bactéries vivantes que les êtres humains en bonne santé ont naturellement dans l'intestin, mais qui manquent parfois à certaines populations qui souffrent de pathologies.
Là-dedans, effectivement, on voit des pathologies, encore une fois, auto-immunes, inflammatoires ou intestinales, mais on voit aussi des pathologies qui font appel au lien intestinal et cerveau, donc des pathologies telles que la dépression, les troubles alimentaires et beaucoup de choses dans l'autisme également. Du point de vue des évolutions réglementaires, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on ne voit pas grand-chose se passer. Aux États-Unis, il y a eu des textes réglementaires sur ces produits, les probiotiques médicaments, depuis 2010. Bon, ce n'est pas des textes parfaits, ça adresse surtout des questions de qualité dans les processus de production. Mais en tout cas, la question s'était posée au niveau de la FDA depuis 2010. Nous, en Europe, on a un tout début de travail sur la qualité des produits au niveau de la pharmacopée européenne en ce moment. Regulatory issues is critical for a new industry, a new market to emerge. And anything targeting microbiome, food, drugs, new equipment, new tests, all these things, if you work on gut microbiota as a target, you need new regulations. For example, you need a new category of products. I don't think the current classification of drugs, organ, biologics, all these things does not work properly on microbiome. Probably the regulatory agencies, they need to develop a whole new category of products which are all targeting gut microbiome, and they need to regulate those as a special class of new products, not try to put them underneath of the existing framework of regulations. It must be safe, it must be effective. Okay, how can I know your product is safe and effective? I must have data.
You must show me the data. And then when you show me the data, what kind of technology you use, what kind of tests you use, what kind of animal model or clinical trial you do, how can you tell your product helped the patient change their microbiome from an unhealthy one to a healthy one? What is your evidence? So this kind of evidence can only be provided by a proper new technology. So it's us. Eventually, it's scientists in the microbiome field are responsible for developing such tests and make it very clear that this test is very robust, very sensitive, very accurate. It can be used to help people decide, the clinical experts decide whether this sample is from a healthy person or diseased person, and whether the product do anything good to you through changing the microbiome. You need such tests rigorously developed in a scientific way. And then these tests can be adopted by regulatory agency as a tool for regulate all those new products. Without such tests, no hope, no regulations. The only clinical application, to my knowledge, of microbiome-related therapeutic tools is in the Clostridium difficile infections. And so many teams around the world work now to develop diagnostic or prognostic biomarkers based on microbiome. How far are we from clinical implementation, for example, in vitro diagnostic tests of such biomarkers? I think we are very far away. Chaque personne elle a une diversité, une hétérogénéité au niveau du microbiote, il est complètement différent d'un autre. Avoir un seul produit qui marche avec tout le monde, c'est un challenge très dangereux. En termes de le problème qu'on a actuellement à l'AIMS, on a un tsunami en termes de produits probiotiques qui arrivent sur le marché, de produits des cosmétiques, de produits compléments alimentaires et de produits dans le food. On a de l'eau minérale qui contient des probiotiques, on a jus d'orange qui contient des probiotiques. La question qu'on nous pose aujourd'hui, j'espère lors de ces congrès, quel est l'impact de ces probiotiques sur notre santé? Est-ce que tout le monde, est-ce que les bébés, est-ce que les enfants, ils ont besoin de probiotiques? Est-ce que la femme enceinte, elle a besoin de probiotiques? Est-ce que faut-il supplémenter le lait des enfants avec des probiotiques? Et je crois que c'est vraiment qui m'inquiète énormément, qu'il n'y a pas vraiment des instants qui va contrôler cette mise en marché. On est en train d'expliquer à la société, à la population qu'elle contient des microbes qui étaient jusque-là vus comme des agresseurs, comme des pathogènes. Donc c'est une révision finalement de la notion qu'on a de l'homme et de l'humanité. Donc c'est un pas qu'il va falloir franchir progressivement, ce n'est pas des choses qu'on peut forcer énormément. Après, il y a un autre domaine qui est pour vraiment que la connaissance aille jusqu'à l'individu, le patient ou l'individu en bonne santé, eh bien, il faut que ce soit pris en charge finalement par un tissu industriel. Et ce tissu industriel se construit et c'est un pas essentiel vers la translation jusqu'à l'application réelle pour la société.